toute petite fille, mon père avait fait de moi la jeune et ardente compagne de ses courses en montagne. Je le suivais avec une allégresse frénétique partout où il consentait à m'amener. Il va vraiment l'apprendre avec lui et ça va vraiment aller très loin. 5 ans, je vous ai dit, bonne nageuse, j'ai fait 5 km en eau vive. C'est quand même pas mal. À 11 ans, elle découvre la bicyclette. Ça va être son engin jusqu'à la fin de sa vie. Vous allez voir que la bicyclette, elle va vraiment l'user. Elle en a, suivant les sources, 4 ou 5 qui vont succéder, dont l'avant-dernière qui s'appelle Zéphirine, avec lequel elle fera des exploits absolument extraordinaires. Entre 10 ans et 25 ans, elle va pratiquer absolument tous les sports possibles et imaginables. Je vais vraiment chercher pour trouver un truc qu'elle n'a pas fait. Et il y en a un que j'ai trouvé quand même, c'est le catch. Et elle ne veut pas de contact corporel. Pour elle, il y a des barrières qu'il ne faut pas dépasser. Mais absolument tous les autres, elle les a pratiqués. À 18 ans, avec son canoë, elle fait 400 km et elle se retrouve à Coblence. Pas mal quand même, comme un début. En 1999, elle obtient le permis de conduire. Rare pour une femme à l'époque. Rare pour une femme. Alors c'est vraiment qu'un tout début. Elle obtient, alors elle ne fait pas que du sport, la preuve, elle obtient une licence de lettres. Elle devient infirmière, mais en particulier, pas n'importe laquelle. Elle va faire toute sa formation dans les services de chirurgie. C'est vraiment quelqu'un qui est très pointu professionnellement. Elle a des notions de droit, mais pas de diplôme. Donc elle chante, elle peint, elle sculpte. Elle sera journaliste pendant longtemps sous son pseudo qui est Myriel, ou Myriel, il manque le L au bout. Elle fera 2 films qui vont la décevoir, mais on verra pourquoi. Elle s'essaye à conduire une locomotive, très à l'aise avec la voile. Elle pilote des canots à moteur sans aucun problème. C'est vraiment la grande passion. Et même les sports mécaniques ne lui posent pas le moindre problème. Alors c'est une nageuse de haut niveau. 1905, elle fait la traversée de Paris à la nage. Et comme elle a un bonnet avec une couleur flamboyante, on l'appelle l'amphibie rouge. Ça représente quand même une quinzaine de kilomètres avec des gens qui y vont. Et il y a donc, on va compter à part les femmes et les hommes. Elle se classera quasiment au niveau des hommes. En 1908, elle a le premier prix à Toulouse. Ensuite, pour son plaisir, elle va aller jusqu'aux îles Borromée de nuit, alors qu'il a fait un temps épouvantable. On va penser qu'elle était morte, mais elle va faire le voyage et on va la récupérer. Tout le monde est très surpris. Elle va faire la traversée du lac de Gérardmer. Elle va faire 16 km à la nage dans le golfe de Naples, après être partie de Nancy en vélo pour aller jusqu'à Naples. C'est pas mal non plus comme exploit. Je ne peux pas vous les lister tous, parce que là, encore une fois, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, laissons tomber la natation. Petite remarque aussi, elle pratique en même temps tous ces sports. C'est-à-dire qu'elle n'arrête pas la natation pour passer à autre chose, elle les combine. Il suffit de regarder les dates, elle les combine. Alors là, voilà, à la traversée de Paris. Elle fait déjà la remarque que l'eau est particulièrement sent pas bon, et que l'eau de Paris, c'est déjà pas, à l'époque, vraiment un bain agréable. Donc la voilà. Elle est très coquette en plus. Il y a qu'à la fois, elle est très costaud, elle a déjà une constitution solide, on verra sur certaines photos, et en plus, elle s'entraîne. Elle s'entraîne en permanence. Alors sa grande spécialité, c'est de changer de chapeau en fonction des différentes activités. Donc elle sait se faire belle. Elle n'a pas du tout une attitude de garçon manqué. Alors elle va découvrir l'aérostation, donc le ballon. Alors donc elle découvre à la pépinière qu'on fait voler un de ces ballons gonflés à l'hydrogène et elle va faire un vol. Alors pas loin puisqu'elle reste sous élingue,
pas laisser le ballon partir dans la nature. Et elle va être passagère. Alors c'est vraiment l'enthousiasme absolu. Donc elle découvre cette aérostation. Et en 1911, c'est la première femme qui est brevetée pour ce type de ballon. Pas rien non plus. Pas rien non plus. 1903, elle fait un vol de Rouen à Lamballe et de Nancy à Gravendorf. Et en 1909, elle fait son premier raid en solitaire. Donc elle commence à être très connue. Et en 1909, il va lui arriver un accident, un problème. Elle prend avec elle un type qui n'a jamais trop fait de ballon. Ils partent tous les deux. Tout était bien prévu, ça se passait tout à fait normalement. L'ascension ne pose pas tellement de problèmes. Le vent les amène en direction de l'Allemagne, pas trop de soucis. Et tout d'un coup, la météo tourne à la catastrophe. Le vent devient extrêmement puissant. Le ballon, très difficile à faire piloter. Elle ne peut pas facilement atterrir dans ces conditions-là. Et le vent tourne. Alors elle va passer au-dessus de la Hollande, partie de Nancy. Elle va directement au nord. Et puis le vent tournant, il se rabat. Et elle va se retrouver au-dessus de la mer du Nord. Et là, le ballon descend. Il arrive très au bord de l'eau, quasiment près des vagues. Et plusieurs fois, il va toucher les vagues. Alors imaginez la panique, parce que là, c'est vraiment une situation qui est épouvantable. Et ils vont comme ça tenir le choc, tous les deux. Et puis ils vont se poser en Angleterre. À la façon de se poser bonjour, elle se retrouve accrochée à un arbre pendant que le ballon continue. Et puis le ballon se pose, il a perdu tout son lest, et le jeune homme qui est avec elle va être projeté au sol. Et elle, quand les secours vont venir la récupérer, elle a quelques blessures, mais qui sont légères. Par contre, le garçon a disparu. Il va revenir à pied après, et on va s'apercevoir qu'il a survécu. C'est la première fois qu'on traverse par la voie aérienne, et qu'on va rejoindre l'Angleterre. Il faudra attendre une trentaine d'années pour que quelqu'un tente le coup et ne le réussisse pas. Et donc, c'est vraiment un exploit absolument fantastique. Elle gagne une réputation absolument extraordinaire. Alors la voilà, dans son ballon, ici, elle est à la pépinière. Alors vous remarquez qu'elle est extrêmement souriante. Elle est très souriante. En fin de compte, elle va soigner son apparence. Ça va lui servir. Ça va vraiment lui servir. Donc, partout où elle passe, elle est avenante, souriante, elle se fait des relations. Ce qui, encore une fois, pour elle, ça va être quelque chose d'important. Alors, elle va faire un certain nombre d'excentricités. Je ne pourrais pas vous les montrer là parce qu'on n'a pas forcément beaucoup d'images. Et puis, elle découvre l'aviation. Elle se dirige vers Reims. Et Reims, il y a un aviateur qui était connu à l'époque, qui s'appelait M. Sommer. Et Sommer, c'est l'entreprise qui fait du feutre. Il y a encore un nom connu aujourd'hui pour les revêtements de sol et autres. Et donc, ce M. Sommer ne la voit pas bien intéressée. Alors, il lui propose de faire un vol avec lui. Ce qui était absolument impensable. Et donc, quand elle redescend après ce vol, Sommer construisait ses avions à l'époque. On ne volait pas dans un avion de n'importe qui. Donc, elle est absolument folle de ce qu'elle a découvert. Et pour elle, ça va devenir quelque chose de fantastique. Alors, elle va s'adresser. Alors, voilà Sommer. Vous voyez le confort de l'avion à l'époque, c'est pas mal non plus. Et elle va rencontrer Hubert Latham, qui est un dandy d'origine anglaise, assez particulier, assez folklorique, mais qui construit des avions, et évidemment, ça l'intéresse beaucoup, et qui va créer la première école pour former des pilotes. C'était évidemment ce qu'elle attendait. Et donc, Hubert Latham a construit un avion qui s'appelle l'Antoinette, qui est un avion qui n'est pas facile à piloter. On va voir la tête de l'appareil.
Alors, on est vraiment encore au tout début de l'aviation. En fin de compte, voilà un petit peu quelques notes. C'est la première femme à avoir obtenu le brevet de pilote d'avion, d'hydravion, de ballon, et plus tard d'hélicoptère. Elle avait absolument tous les brevets possibles et imaginables. C'est pas mal, personne d'autre n'a pu l'égaler là-dessus. En 1909, donc, elle apprend à piloter avec Hubert Latham. La base de Latham, c'était Mourmelon. À l'époque, elle a 34 ans. Et la même année, elle a le premier prix de l'Aéroclub de France, de l'Est, pardon. Donc, on fait à cette époque-là des concours, des vols, celui qui volera le plus loin, celui qui volera le plus haut, celui qui volera le plus longtemps, etc. Vous verrez que ce n'est pas forcément des durées fantastiques. 1910, donc, elle est la première femme au monde à obtenir son brevet de pilote d'avion à Châlons en Champagne. Elle fera 900 vols sur l'Antoinette. Cet avion pas pratique et pas facile à piloter. Et elle ne cassera pas de bois. Aucun accident de vol, alors que tous ses camarades, parmi eux, il y aura pas mal de morts. Il y en a beaucoup qui vont tomber, l'avion va tomber en panne, il va y avoir pas mal de soucis. Ceux qui étaient ses concurrents, ils vont disparaître largement. Donc, elle vole sur ce fameux Antoinette, et puis elle va gagner la première Coupe Femina sur la durée et la distance. Vol de 53 minutes 42. C'était un grand exploit. Un grand exploit à l'époque. 1912, elle fait en même temps des vols en avion et en ballon. Elle n'arrête pas du tout ses activités, elle les fait en même temps. Et 1913, elle a changé parce qu'il y avait des avions qui étaient plus intéressants, point de vue qualité, qui étaient fabriqués par un monsieur qui s'appelait Desperdussins. Et Desperdussins, il a financé les avions qui avaient une autre tenue. En particulier, au lieu d'avoir des poutres pour tenir la queue, il avait un ensemble de contreplaqués moulés qui faisait une construction monocoque. Donc ça fait la forme d'un fuselage quasiment comme on les connaît. Alors il va rencontrer ce brave homme et Desperdussins a un ingénieur qui conçoit les avions qui s'appelle Bechereau. On retrouvera Bechereau pendant la guerre de 14-18 parce que c'est lui qui va fabriquer et inventer le SPAD. SPAD qui veut dire Société pour l'aviation et ses dérivés. Donc le meilleur chasseur de l'armée française, c'est Bechereau. Donc elle va changer d'avion, elle va voler sur un Desperdussins. Et puis alors elle n'a pas de peau parce que quand elle va se poser, parce que son moteur a commencé à donner des signes de faiblesse, eh bien le terrain est trop mou et l'avion capote et elle se trouve coincée en dessous de l'avion. Alors le paysan qui arrivait dans le secteur, il était persuadé qu'elle était morte parce que comme elle avait la tête dans la boue, elle avait réussi à gratter un peu pour avoir un peu d'air et quand elle a sorti la tête, c'était la panique totale autour. Elle en a survécu, elle n'a pas eu de blessure très grave, mais c'est son premier accident d'avion. Passons sur tous ses exploits ensuite. Elle obtiendra le brevet de pilote d'hélicoptère à 85 ans. Hein, vous avez encore du temps, vous pouvez espérer des choses. 85 ans, et sur un hélicoptère particulier qui est un hélicoptère à réaction. Et puis, eh ben, on renouvelle sa licence de vol. Eh bien, sa licence de vol sera encore renouvelée à 86 ans. Donc, après examen médical et tout ce qu'il faut. Donc, voilà un petit peu ce personnage. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Voilà le jour où elle passe son brevet sur l'hélicoptère. Alors, c'est un hélicoptère qui a été construit ensuite à presque 800 exemplaires, qui a servi à la LAT, aviation légère de l'armée de terre, qui a servi pour les pompiers, etc. Alors voilà les affiches, par exemple, pour le vol. Vous voyez ici un avion Desperdussins avec un moteur rotatif devant, Glomérone. Là aussi, je ne veux pas rentrer dans les détails. Là, elle est encore sur Antoinette.
Apparemment, elle a dû faire un bon score, vu qu'on l'a couverte de fleurs. Ça, c'est toujours Antoinette, qui ne se pilote pas avec un manche, hein, comme on connaît aujourd'hui. On est obligé d'avoir 2 roues de chaque côté pour faire bouger les ailes par torsion. Il n'y a pas de volet dessus. Encore une fois, je ne veux pas rentrer dans trop de détails. Voilà. Encore l'Antoinette. Et là, c'est un truc qui l'a fait beaucoup rigoler. Elle est tombée en panne, enfin son moteur l'a lâché. Elle est allée se poser sur un terrain de boules, sans casse ni rien du tout. Elle est à la pépinière, là. Alors voilà le type d'avion qu'on utilisait à l'époque. Vous imaginez le pilote qui est entre les roues, ras du sol. Il fallait quand même en avoir pour faire ça. Sa rivale, c'est Hélène Dutrieux, qui est une Belge, qui va vraiment, chaque fois qu'il y en a une qui bat un record, l'autre va essayer de l'attaquer, etc. Elle est d'origine belge, mais elle habite en France. C'est une remarquable jeune femme. Et on va sans arrêt la confondre avec Marie Marvin. Voilà, là elle est sur un Desperdussins, elle commence à avoir un matériel de pilotage beaucoup plus moderne. Et vous voyez que c'est encore une jeune femme qui est assez mignonne. On en fera un timbre-poste. Et là, on parlera de quelque chose de particulier. C'est la silhouette mal faite de cet avion. On va en reparler. Alors, vous voyez, tout le temps, elle pose. Elle pose pour les photos. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui va se mettre en valeur tout le temps. Portée en triomphe, on est toujours dans l'avant-guerre. Et puis, tout d'un coup, elle a une idée extraordinaire. Elle est infirmière, spécialisée dans les services de chirurgie. Elle est pilote, et elle se dit, mais on peut ramener des blessés par un avion. Ça va être sa grande idée. C'est-à-dire que surtout en Afrique, où sur des kilomètres et des kilomètres, il y a du sable, on ne peut pas utiliser les véhicules automobiles aussi facilement, elle va proposer et se battre pour créer cette aviation sanitaire. Alors ça ne va évidemment pas être simple. Donc revoilà cet avion qui figure ici. Et là, ce que vous voyez, c'est le nom d'un pilote de l'armée française qui s'appelait capitaine Eschmann, qui s'est tué en 1914 dans un accident, et pas par fait de guerre. Et donc elle imaginait qu'à partir d'un avion Desperdussins, on pourrait installer en dessous un brancard abrité qui permettrait d'évacuer les blessés. Et elle va se battre pour que ça soit reconnu. Et les services de l'armée ne sont pas intéressés, ils n'étaient déjà pas intéressés par les avions pour commencer, donc ils ne feront pas plus. Et elle va passer toute sa vie, pour essayer de créer cet avion sanitaire. Alors, ça commence en 1910, donc avant la guerre de 14, où le docteur Duchossois propose un prix à celui qui trouvera un avion qui pourrait convenir. Elle se lance dans la réalisation de l'avion, donc elle va voir Louis Béchereau, elle lui demande de construire cet avion-là. Pas de peau, parce que la société Desperdussins, le patron est un malfrat, il va se faire piquer parce qu'il a des tas d'entreprises un peu partout, il jongle avec les subventions, les crédits, etc. Et c'est un escroc fini qui va devoir se sauver, et c'est la faillite pour la société. Alors elle trouve une solution qui l'intéresse beaucoup, c'est qu'elle va faire des conférences payantes pour réaliser cet avion sanitaire. On pense qu'elle est au niveau de 6000 conférences. Vous imaginez le boulot que ça représente. Autant en Afrique du Nord, elle va faire tout, en particulier le Maroc et l'Algérie. Et puis en 1931, elle établit un challenge qui va s'appeler Capitaine Eschmann pour la construction, mais plutôt pour la transformation des avions existants. Après la guerre de 14, on se retrouve avec une flotte aérienne phénoménale dont on ne sait pas quoi faire. Après les guerres, on a toujours un stock de matériel. Et donc là, elle propose, et elle finance sur l'argent de ses conférences tout ce prix. Puisqu'elle ne peut pas construire l'avion, eh bien, elle va financer celui qui va pouvoir le faire.
Elle organise l'aviation sanitaire au Maroc. Elle devient la première infirmière pilote secouriste de l'air, qui est un diplôme qui existe toujours, hein, qui s'appelle IPSA, hein, infirmière pilote secouriste de l'air. En 1935, elle va faire 2 fois le trajet aux États-Unis pour faire des conférences partout et pour ramasser de l'argent. En 1935, elle crée le premier corps des infirmières spécialisées pour l'aviation. Alors, en 1940, avec la guerre, elle crée une maison de repos pour les aviateurs blessés, qui va fonctionner pendant 2 ans. Et puis, elle va servir d'infirmière pendant toute la durée de la guerre. En 1956, elle lance une grande conférence sur l'aviation sanitaire mondiale. Mais on n'avait plus besoin d'elle à ce moment-là, puisqu'on a déjà transformé tout un tas d'avions qui permettaient de transporter les blessés, comme ceux qui ont évacué les prisonniers de guerre lâchés en Allemagne. Donc ça a été le rêve de sa vie. Voilà le dessin, M. Friand qui a dessiné ça. On reconnaît ici le médecin. Et voilà Marie Marvin, qui est là en tant qu'infirmière. Alors on a transformé des avions de guerre pour pouvoir transporter des blessés. Ce n'était pas toujours l'idéal. Là, on a un avion peu courant qui s'appelle, c'est un Doran. Le Breguet 14 aussi a été beaucoup utilisé. Alors aux États-Unis, elle va rencontrer Amelia Earhart, qui est la grande vedette de l'aviation américaine. C'est cette femme qui va faire des raids extrêmement importants, qui va disparaître dans l'Atlantique. On ne la retrouvera jamais. Alors elle s'intéresse à la montagne. Alors là aussi, c'est pas rien. Plus de records. Donc elle y va pas comme ça dans la montagne, elle va à Chamonix et elle va travailler avec des guides. Hein, et elle va s'essayer à l'alpinisme. Alors voilà ce que ça donne. 1903, première femme à escalader la dent du géant. 1904, ascension du pic du Midi. 1905, du Tré-la-Porte, avec une jupe culotte, alors que sur les photos, vous allez voir qu'elle va faire ses premières escalades en robe. Bonjour pour grimper sur les rochers, ce que ça peut donner. Alors, on a raconté qu'elle avait inventé la jupe culotte. Ça, j'en suis pas sûr. Je ne suis pas allé voir sous la jupe. Grand palmarès, la dent du requin, le Mont Rose, la Jungfrau, etc., etc. Et puis, c'est la première femme qui fait des escalades à ski. C'est une skieuse extraordinaire. En 1920, elle fait 57 km seule dans les Alpes, dont 2 ascensions. Il n'y avait pas de concurrent féminin. Donc la voilà qui grimpe. Alors il y avait une astuce parce que c'était très mal vu que les femmes n'aient pas une jupe. Donc ils portaient la culotte en dessous et une jupe assez courte, donc ça ne les dérange pas trop. Donc la jupe était tout à fait factice, elle ne gênait pas les mouvements. Elle crée la première école de ski en 1906. Elle fait son premier saut à ski en 1907. Elle domine tous les sports d'hiver, que ce soit le ski, bobsleigh, le patinage à luxe. Elle est championne internationale de bobsleigh. Il faut voir la gaillarde que ça peut être quand même. Là voilà, mon saut. C'est toujours elle. Il faut imaginer la vie qu'elle pouvait avoir. Alors elle est bien faite, hein, elle a des formes, elle est jolie. Et puis elle va inventer le ski métallique. Pourquoi? Parce qu'elle skie beaucoup sur les dunes en Afrique du Nord et les skis de bois s'abîment. Et elle se dit qu'à partout, au lieu d'essayer de se poser avec des roues, un train d'atterrissage à roues, sur un terrain qui peut être mou, il vaut mieux glisser dessus. Elle en sait quelque chose, et comme ça qu'elle a eu son accident d'avion. Et donc elle va inventer ce fameux ski qu'elle fait fabriquer à Casablanca. Et pas mal d'avions vont être équipés pour les terrains, parfois même de façon mixte avec une roue et le ski.
Donc la voilà qui pose avec ses skis métalliques. Et puis elle fait des conférences, encore une fois. Voilà une causerie. La voilà en train de skier sur les dunes. Et puis elle devient globe-trotter. C'est-à-dire qu'elle va partir pour des périodes de 2 à 3 ans, au fin fond de l'Afrique, en particulier l'Afrique Nord. Elle va aller dans des endroits où ils n'ont jamais vu une femme blanche. Elle va aller aussi avec les Italiens qui sont en guerre contre certaines tribus. Elle va faire son boulot d'infirmière en même temps. Et elle va réussir à se faire reconnaître par les tribus en place sans trop de difficultés. Alors voilà sa voiture, c'est une Fiat, petit camion Fiat. Et elle va battre même, vous savez que à l'époque où il y avait les croisières que faisait M. Citroën, elle va les dépasser avec sa petite Fiat, elle va arriver la première dans un certain nombre de villages. Alors la voilà en bicyclette. Alors ce sont des bicyclettes qui n'ont pas de vitesse. C'est des bicyclettes qui sont particulièrement lourdes. C'est vraiment rien à voir avec ce qu'on peut voir aujourd'hui. Les coureurs à l'époque ont des bicyclettes à 2 vitesses. Elle n'a pas ce luxe-là. Et elle va faire des raids importants. Elle va beaucoup s'en servir. Beaucoup plus que d'une voiture. Et vous allez voir que c'est là qu'on va raconter des histoires de brigands. 1908, le Tour de France. Ça n'a rien à voir avec le Tour de France d'aujourd'hui, quand même. Hein. Je vous signale que ce Tour de France, regardez, 4488 km. Il ne fallait pas avoir peur. Hein. Il partait, en gros, à 150 coureurs. Il en terminait 36 à Paris. Alors, on a raconté qu'elle se glissait dans le Tour de France parce qu'elle voulait faire le Tour de France, on l'a refusé, parce qu'on ne voulait pas de femmes. Donc, elle se camouflait et on raconte qu'elle partait, soit avant, soit après les coureurs, et qu'elle faisait le même parcours. Et qu'elle serait arrivée à Paris en même temps que les 36 survivants. Alors ça, c'est complètement faux. Ça a été bricolé par les journalistes à l'époque. Il n'existe aucune photo, il n'existe aucun texte, et elle-même n'a jamais dit ça. Donc on a rajouté des exploits qu'elle n'a jamais revendiqués. Elle n'a jamais dit le contraire non plus. Du moment qu'on parlait d'elle, ça l'arrangeait bien. En fait, elle a fait une partie de ce parcours. Elle a fait 2000 km avec des journées de 150 km quand même. Pas mal non plus. Hein, pas mal non plus. Et puis la voici à 86 ans. Elle va de Nancy à Paris. La voilà sur Zéphirine, sa bicyclette. Elle a l'air bien conservée quand même, sacrée pêche. Hein. Et puis pas de peau, parce qu'à Paris, on va lui voler sa bicyclette. Ah, ça c'est un drame pour elle. Elle n'a pas un rond, elle ne peut pas s'en racheter une autre. Ce sont des gens qui vont se cotiser pour en offrir une. Et la dernière s'appellera Rennes. Là voilà, cette bicyclette, elle a été retrouvée dans un tas de ferraille. Alors, quelques images du sport qu'elle a pratiqué aussi, rapidement. Donc, c'est championne d'escrime. Elle va beaucoup faire de l'équitation, du char à voile. Elle va faire du théâtre pendant la guerre pour les valeurs patriotiques. Et là, deuxième problème. On raconte qu'elle a voulu s'engager au moment où la guerre commence. Évidemment, l'armée n'en a pas voulu. On ne prend pas de femmes pour aller combattre. Elle aurait trouvé une astuce pour se faufiler dans un bataillon, puisque ce sont des chasseurs à pied, le 42e chasseur à pied. Elle se serait fait appeler Beaulieu. Elle a essayé de maquiller un petit peu sa voix, et elle aurait tenu comme ça sur le front entre 3 et 6 semaines. Elle aurait fait le coup de feu. Alors la voilà en tenue. Plusieurs petits problèmes quand même évidents. On n'imagine pas l'armée accepter cette situation-là.
être dans les tranchées avec ses camarades, comment vraiment ne pas montrer qu'on a une femme, c'était difficile. Et en plus, regardez la photo, on l'a vraiment équipée correctement comme on était équipé à l'époque. Sauf que, regardez les chaussures, c'est des chaussures civiles bien cirées, c'est absolument pas la tenue des tranchées. Tout le reste est bon, on n'a pas changé les godasses. Alors c'est assez surprenant, parce qu'on connaît une photo d'un 3e bataillon de chasseurs alpins, et sur cette photo, vous allez voir, là, il y a un personnage particulier. Alors, donc ça met le doute quelque part sur la véracité de cette affaire. Or, quand on dit 3e bataillon de chasseurs alpins, c'est une erreur, il n'y a pas eu de 3e bataillon alpin. C'était un bataillon de chasseurs à pied, c'était différent. Mais on sait qu'elle est allée sur le front italien pour aller faire des reportages de guerre et soigner les blessés. Et là, il existe un 3e bataillon chasseurs alpins italien. Alors, comme il n'y a pas de traces, c'est pas évident. Par contre, elle a réellement, effectivement, travaillé avec des grands spécialistes de la chirurgie et elle a inventé une suture particulière pour les blessures. Ça, on en est certain. Donc la voilà, dans différents hôpitaux, dans la 2e partie de la guerre. Et puis, eh bien, voici Foch, qui lui dédicace sa carte postale. Elle était enfilée partout. Elle a utilisé sa célébrité pour s'enfiler absolument partout. Elle aussi, la voilà aux États-Unis. Vous voyez le côté séducteur qu'elle a tout le temps sur toutes les photos. Eh bien, l'âge arrive quand même. Et puis, lorsqu'elle est à Nancy, eh bien, elle reçoit un message de la base d'Auchet, qui est au-dessus, et on lui propose de monter dans un avion en réaction. Et elle va faire le baptême de l'air dans cet avion-là, qui est un F-100 Voodoo. Évidemment, elle ne le pilote pas. Mais vous imaginez qu'à la fin de sa vie, elle se trouve dans cet avion-là, au-dessus de Nancy. Est-ce qu'elle a passé le mur du son? On n'en sait rien. L'avion était capable de le faire. Et voilà la fin de sa vie. Alors cette dame n'avait jamais économisé d'argent pour elle. Elle n'a jamais été salariée. Elle n'avait pas de retraite. Elle a été soutenue financièrement par son père, Félix, qui lui est décédé en 1916, qui avait de l'argent. Il était bien payé comme fonctionnaire d'un certain niveau, mais la retraite a été bouffée, etc. Elle s'est retrouvée absolument sans un rond à Nancy, à rien. C'est-à-dire qu'elle regardait tout le journal, quand il y avait des réceptions à un endroit ou à un autre, elle se faufilait pour aller récupérer les gâteaux et compagnie. D'autre part, quand elle se faisait pocheter, quand elle n'allait pas tous les jours aux messes des officiers, mais il lui laissait toujours un petit quelque chose. Mais pas possible d'acheter de vêtements, pas de chauffage. Elle a vécu dans une misère noire, cette femme. Et elle a toujours refusé qu'on lui fasse des dons. Elle n'a pas voulu voir d'assistante sociale et compagnie. Alors, elle est morte à Nancy. Elle a commencé à perdre un petit peu la tête. Elle était de plus en plus sourde. Elle était semi-comateuse pendant un moment. Et donc, on l'a mis dans un établissement pour personnes âgées, les Sœurs de Saint-Charles à Nancy. Mais elle était dans un tel état de dégradation qu'elle est passée à Laxou, au centre psychothérapique, c'est-à-dire l'HP de Laxou, où elle a fini sa vie. Et ça a été le grand silence. Alors, quand elle recevait des gens, elle remettait son ancienne tenue de vol, et le côté coquet qu'elle a pu toujours avoir. Donc voilà, ça tombe. Alors, petit mot quand même. Elle gardait toutes ses photos, ses courriers, ses médailles. Elle avait reçu une superbe victoire de Samothrace. Elle avait reçu tout un tas de choses. Elle avait tout gardé parce qu'elle était certaine
qu'on ferait un musée avec tout ce qu'elle avait. Donc, elle a écrit plein de choses, elle a gardé tous ses courriers. Et puis, le problème, c'est que la maison où elle habitait appartenait à l'armée. Et que l'armée voulait récupérer l'appartement. Parce qu'évidemment, il n'avait aucun moyen de payer le loyer. Et elle leur disait, moi, avec tout ce que j'ai fait pour la patrie, foutez-moi la paix, je ne paye pas le loyer. Donc, on n'avait pas trop kikiné parce qu'elle pouvait être assez revendicatrice. Et le jour où elle est morte, un paquet de militaires sont arrivés. Ils ont pris tout ce qu'il y avait dans l'appartement. Ils ont tout posé sur le trottoir. Donc, tout ce qu'elle avait est parti. Soit les gens ont barboté, piqué dans le tas des choses, et le reste est parti à la poubelle. La fin de cette vie, c'est ça. Hein? Alors, simplement pour terminer, elle était titulaire de 34 médailles, dont 16 étrangères, je vous l'ai dit. Elle était chevalier de la Légion d'honneur en 1936, et elle est devenue ensuite officier de la Légion d'honneur. Croix de guerre avec palme. Ça interroge un peu, parce qu'une femme qui ait la croix de guerre, c'était rarissime. Elle n'était pas combattante. Et pourtant, on a toujours cette histoire, on ne sait pas vraiment ce qu'elle a fait. Est-ce qu'elle a vraiment été sur le front? Alors, médaille des sports, et puis, par exemple, une médaille. 1907, elle fait un concours de tir à 300 mètres au fusil de guerre, et elle a le premier prix. Alors, la question qu'on pouvait se poser aussi, c'est qu'est-ce qu'elle ne savait pas faire? Alors, il y a un journaliste qui a trouvé très malin en disant elle connaît tous les sports, elle parle 7 langues différentes, elle fait des conférences en espéranto, mais probablement elle ne sait pas cuire une omelette. Premier prix dans un concours de cuisine. Alors voilà ce parcours de cette femme. On la redécouvre depuis, en gros, 1980-90, en particulier à cause du bouquin de DiMaggio, celui-là. Ils ont créé une association en sa mémoire. Hein, et qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que se multiplient les écoles qui s'appellent École Marie-Marvin. Il y en a une flopée. Il y en a à Aurillac, puisque c'est là qu'il est né. Il y en a à Nancy. Il y a des stades qui s'appellent comme ça. On finit par se souvenir qu'elle existait. Et ce personnage, quand même, absolument extraordinaire. Alors, est-ce qu'elle a eu des petits copains? Apparemment, la réponse est non. Elle ne voulait pas s'encombrer d'un mari ou d'un amant, et surtout pas, ça elle le disait haut et fort, elle ne veut pas d'enfants, parce que sinon, elle ne pourrait absolument pas faire tout ce qu'elle a fait. Donc, elle avait un choix de vie. Ce qui donne comme conséquence, par exemple, c'est quand elle demande un passeport pour aller en Italie, pour rejoindre les troupes françaises qui sont sur le front italien, eh bien, le préfet met en doute que ce soit une femme de mauvaise vie ou peut-être une lesbienne. Et il termine son rapport en disant « mais on n'en a aucune preuve ». Donc il a estimé qu'elle n'était pas normale au sens des autres. Donc voilà la vie de Marie Marvin. Encore une fois, on a fait des grands traits. On aurait pu détailler beaucoup, beaucoup plus les choses. On va lui dire au revoir. Là voilà quand elle débarque aux États-Unis.